c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Baptiste, le créateur de forêt. Merci Francine. Allez hop, on y va. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un promoteur qui s'appelle Baptiste, mais c'est pas un promoteur immobilier. Malheureusement, je sais Anne-So que tu cherches en ce moment une petite maison dans le coin. C'est vrai. Si vous avez des plans d'ailleurs. En fait, Baptiste, il est promoteur de biodiversité. Il va nous expliquer ce que ça veut dire. Et il est fondateur en fait d'une une entreprise qui s'appelle Créateur de forêt. Bonjour Baptiste. Bonjour tous les deux et bonjour tout le monde. Ça va toi ? Ouais, ça va bien, je suis content d'être avec vous. Vous me donnez le sourire dès en commençant, donc ça me plaît bien. Oh, arrête, c'est une petite chose. C'est gentil, on vient de parler à peu près pendant 30 minutes avec Baptiste hors podcast parce qu'on n'arrivait pas à... En fait, on était des papis, des mamies, on n'arrivait pas à se connecter, on n'arrivait pas à activer le son du micro, de l'ordinateur, tu peux filmer de ton côté ? Non, j'y arrive pas, mais moi je vous entends pas mal et nous on te voit tout flou. Enfin, c'était un grand moment. Ouais. Donc là, on est crevé, on n'a plus rien à dire, on est d'accord, hein, Baptiste ? Voilà, on a épuisé tous les sujets, donc on va combler des vides maintenant. Moi, je voulais qu'on parle de Créateur de forêt, j'ai dit que c'était une entreprise, c'est ça le nom ? Il y a un nom plus spécifique ? Non, c'est ça, c'est une entreprise, ça s'appelle bien Créateur de forêt. J'ai bien aimé la manière dont tu l'as présenté, parce que nous on explique que Créateur de forêt, c'est être promoteur de biodiversité, en expliquant que la forêt, c'est un écosystème parmi tant d'autres présents, et la biodiversité, c'est différents écosystèmes, dont la forêt, mais pas que la forêt. Et le mot forêt, pour nous, est un mot un peu symbolique pour parler de toute cette biodiversité en général. Ouais. Mais ouais, la manière dont tu l'as présenté me plaît très bien. Créateur de forêt, c'est être promoteur de biodiversité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut paraître absurde pour plein de gens de se dire qu'il y a des créateurs de forêt. C'est-à-dire que la forêt, c'est censé être, ou la biodiversité, Oui. c'est censé être un truc qui est déjà présent sur Terre. Et c'est pas quelque chose qu'on est censé créer. Nous, les humains, on est plus là pour créer des trucs inutiles, genre des voitures, TikTok, des trucs comme ça. mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as fondé Créateur de forêt ? Ça vient répondre à quelle problématique ? Bah, en fait, alors je peux vous expliquer le pourquoi le mot créateur de forêt. Ça, c'est quelque chose d'assez personnel qui est en lien avec peut-être le terme de votre podcast. C'est qu'à un moment donné dans ma vie, moi, quand me suis posé la question du sens de mon existence professionnelle, j'ai voulu créer quelque chose au service du vivant, de l'effondrement du vivant. Et donc, je suis passé par cette structure qui s'appelle Créateur de forêt. Pourquoi le mot créateur de forêt ? Ben, à un moment donné, à titre perso, je me suis dit, je travaillais dans une assurance, dans la gestion de patrimoine. J'ai toujours eu du mal à expliquer mon métier à mon entourage. Quand j'ai changé de vie, je me suis posé une question qui était qu'est-ce que je veux répondre à ma fille quand elle me pose la question papa, c'est quoi ton travail ? Un peu en mode délire peut-être, je me suis dit j'ai envie de lui répondre à ma fille papa, il est créateur de forêt. D'accord. Partant de là, finalement, ce mot m'a servi. Et pour maintenant répondre à l'autre manière dont tu as posé la question, c'est effectivement, en fait, une forêt, on n'a pas besoin de la créer. Il y a vraiment pas besoin de la créer, une forêt, parce qu'elle se crée toute seule. La nature est bien plus autonome qu'on peut le croire. Elle a surtout pas besoin de nous pour créer quelque chose. Il y a même pas besoin presque de planter des arbres pour que les arbres poussent. Tu laisses un terrain pendant 50 ans, tu verras, tu auras quelques arbres. Donc, en fait, ce mot créateur de forêt, maintenant, nous sert à aller construire des projets de biodiversité, à appeler, parce que le mot créateur de forêt, à la fois il interpelle, à la fois il est peut-être joli, il nous permet d'interpeller monsieur et madame tout le monde, tout un tas de gens pour nous aider à construire des projets en fédérant tout un tas d'acteurs. Voilà, donc pour moi le mot créateur de forêt, c'est très... pardon c'est très en toute humilité je le dis, hein, c'est presque une marque entre guillemets, hein, vraiment une marque voilà. En fait, on passe par l'arbre et la forêt. Tout le monde aime les arbres, tout le monde aime la forêt. Tout le monde ça trouve très joli. C'est très concret. On passe par ce qui se voit, ce qui est très concret, ce que l'on aime, pour préserver ce qui se voit pas, ce dont on dépend complètement, ce qui est en train de disparaître, la notion de biodiversité. Donc ce mot créateur de forêt nous aide à parler de biodiversité en général, mais non, il n'y a pas besoin de créer des forêts. Il n'y a pas besoin, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin dans le sens où, je disais, il n'y a pas besoin, oui et non, dans le sens où tu dis qu'effectivement, ça c'est une forêt, elle se crée toute seule, il suffit de laisser un terrain pendant 50 ans et les choses vont se faire toutes seules. Mais si aujourd'hui, toi, tu t'es lancé là-dedans, c'est qu'il y a une raison. C'est que je suppose que justement, cette forêt, cette biodiversité qui doit occuper une certaine place, on va dire, sur la planète pour maintenir un certain équilibre, aujourd'hui, elle est menacée, quoi.
par l'activité de l'homme, on détruit, on construit des trucs à base de béton, des projets totalement écocides. Mais par contre, derrière, l'équilibre n'est pas réétabli naturellement. On a besoin maintenant de l'homme pour remettre justement, pour redonner de la place à cette nature. Oui, il y a un besoin d'intervenir, d'agir. Il y a un vrai besoin. La situation, elle est critique. La biodiversité va mal parce qu'on artificialise beaucoup. Il y a plein de raisons de l'érosion, de l'effondrement de la biodiversité. La plus grande des raisons en France métropolitaine, c'est l'artificialisation, le changement d'usage des sols. On va bétonner quasiment l'équivalent de 65 000 hectares par an en France, ce qui correspond à tous les 10 ans un département presque bétonné en France. Donc on détruit des habitats. En France, la forêt, c'est un pays forestier. Il y a 30% de notre territoire qui est forestier, donc 30% de la France métropolitaine, c'est de la forêt. Donc on pourrait se dire, il n'y a pas vraiment un problème avec la forêt. Ouais, parce que c'est énorme en vrai, 30%, enfin, c'est pas mal, quoi. C'est pas un problème de déforestation chez nous, c'est un problème de malforestation. D'accord. La moitié des forêts françaises, c'est des champs d'arbres. Donc du coup, c'est beaucoup moins un écosystème vivant. Et pour revenir à ce que tu dis sur le besoin, nous, en fait, oui, il y a des endroits où il y a des besoins d'intervenir. Notre métier, c'est d'intervenir sur des terrains dégradés. En fait, on va, avec l'entreprise créateur de forêt, on agit sur des terrains qui sont dégradés et on va améliorer la qualité de l'écosystème avec notre intervention, parfois des arbres, mais pas que. Donc, il y a des endroits où il y a des interventions nécessaires pour être un booster pour le vivant, pour retrouver le vivant. Mais, et ça, si je peux le dire à tout le monde, la meilleure manière de protéger la nature, la meilleure manière d'agir, la meilleure manière et la plus simple de préserver l'environnement, c'est surtout de lui foutre la paix, de laisser la nature tranquille, de laisser les dynamiques des écosystèmes en place. Voilà, donc il y a beaucoup d'endroits. Il est surtout très important de préserver l'existant. Et puis, nous, notre métier, c'est d'intervenir où l'existant n'est plus là, en fait. Enfin, il y a quelque chose de dégradé, on intervient. Alors déjà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur plusieurs trucs que tu viens de dire, parce qu'en très peu de temps, je pense que tu as balayé pas mal de choses qu'on va pouvoir creuser facilement. Tu voulais dire un truc, toi, Anso ? En fait, je voulais peut-être revenir sur un truc peut-être stupide. Tu vois, tu parles de malforestation, par exemple. Oui, non, c'est pas stupide, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce qu'est une bonne forêt ? Tu vois, par exemple, c'est quoi une forêt ? Parce que on imagine dans l'inconscient collectif, c'est effectivement un champ d'arbres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est quoi une bonne forêt, une forêt en bonne santé ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et qu'est-ce que tu appelles, à contrario, un champ d'arbres ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ok, alors déjà, la forêt, c'est un écosystème. C'est un écosystème, donc un lieu de vie dans lequel vivent des espèces, dont des arbres, mais pas que des arbres. Mais voilà, donc dans une forêt française classique, il y en a des plus magnifiques que ça, mais une forêt classique en France métropolitaine, c'est 3 à 4 000 espèces différentes, dont des arbres. D'accord. Donc une forêt, c'est un écosystème vivant. Après, parfois, le mot forêt, il est utilisé à toutes les sauces, à la fois comme une forêt, un écosystème vivant, où des arbres, des mousses, des champignons, des insectes, des mammifères, etc., et dont nous, parfois, dont l'humain. Hein. Et le mot forêt est aussi utilisé parfois pour des endroits qui répondent à notre besoin de société. Il faut aussi le comprendre et pas forcément le critiquer. Il y a des forêts qui sont liées à la sylviculture, parce qu'on a besoin de bois. Hein. On préfère tous avoir des meubles en bois que des meubles en plastique qui viennent de je sais pas où. Hein. La forêt en France, ça crée aussi beaucoup d'emplois. Donc, faut faire très attention, je pense, quand on va sur ce sujet en critiquant. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi il y a des endroits où on travaille la forêt, on la travaille comme une usine à bois. Et là, c'est ça qui me perturbe un peu. Je trouve que la manière dont est travaillée parfois la forêt, on usine la forêt. Du coup, ça devient un champ d'arbres. Mais après, il faut comprendre que ces champs d'arbres, on est bien content de les avoir parfois pour du papier, pour du bois, etc. Bien sûr. Non, mais nous, ça nous permet, tu vois, pour des gens qui n'y connaissent rien en forêt, les gens dont je fais partie, hein, franchement, j'ai très peu de connaissances, ça permet déjà de comprendre le b.a.-ba de, ok, il y a une différence entre une forêt où il va y avoir plein d'espèces différentes de plantes et d'arbres qui vont s'aider les uns les autres, il va y avoir tout un écosystème, des animaux qui gravitent autour de ça, des insectes, etc. Et une forêt, donc, qu'on pourrait appeler le champ d'arbres, où il va y avoir que des arbres qui sont exactement le même type de bois, le même type d'arbres, qui vont venir répondre à un besoin qui est, on a besoin de bois pour se chauffer ou on a besoin de bois pour faire des meubles. Et dans ces forêts-là, je suppose, en tout cas quand je t'entends parler, que du coup la vie n'est pas la même. C'est pas bénéfique pareil aux animaux. Ça n'apporte pas la même chose à tout. Enfin, il n'y a pas le même écosystème qui se met en place, quoi.
Je pense même qu'on pourrait pas dire qu'il y a de la vie dans un champ d'arbres presque. D'accord. Parce que la biodiversité, c'est 3 niveaux: les écosystèmes, les espèces et les individus. Il y a une notion de génétique. Par exemple, dans certains champs d'arbres, des rangées de pins maritimes dans les Landes, parfois même on a des pins maritimes qui sont clonés entre eux. En fait, il y a même plus une notion de génétique et de diversification des gènes en fait. Donc la forêt, elle n'est pas diversifiée, donc elle est absolument pas résiliente face à toutes les catastrophes qu'on peut voir, que ce soit les incendies, les tempêtes, les maladies. Cet été, on a beaucoup entendu parler des incendies de forêt. Oui. Et malheureusement, ça contribue à ce que des gens participent à nos projets. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit j'ai vu des forêts brûlées, j'ai envie de participer à la régénération de nos écosystèmes. Du coup, ils participent à nos projets. Moi, ça m'attriste parfois parce que je me dis mince, ça veut dire que finalement, notre socle d'une entreprise comme la nôtre, elle est liée à des catastrophes. Bon, mais ça a eu un avantage quand même, c'est que certaines personnes ont pris conscience de tout ça. Ouais. Mais par contre, regardons ce qui a brûlé, quoi. Est-ce qu'on peut parler de forêt quand c'est une rangée de pins maritimes sur des hectares et des hectares c'est des bougies sur racines? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne, Baptiste, est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans ces forêts que j'ai envie de comparer un peu à de l'élevage intensif, finalement, ces espèces de champs d'arbres, est-ce que ça brûle beaucoup plus que une vraie forêt où il y a un énorme écosystème? Indépendamment du bois, parce que je suppose que le pin, déjà, c'est déjà un arbre qui brûle. Ça, c'est du bois sec. Enfin, j'y connais rien. Je fais genre, c'est du bois sec. Je n'y connais rien. Ouais, mais j'ai l'impression que, oui, enfin, si tu parles de bougies, alors, je vais vous expliquer pourquoi ça brûle plus vite. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de ce sujet. Il ne faut pas que ça devienne très facilement une critique face aux gens qui travaillent la forêt. Les gens qui travaillent la forêt, c'est aussi des gens qui sont passionnés par ce milieu-là. Voilà, parfois, on les stigmatise. Le forestier est un coupeur de bois. Ouais, mais il coupe des bois, pourquoi? Parce que nous, on achète du bois, en fait. Hein. Donc, parce qu'on a besoin de papier. Voilà. Mais alors, pourquoi ça brûle beaucoup plus vite? C'est pas compliqué. Quand on fait un barbecue, déjà, on fait du vent pour attiser ses braises. Aujourd'hui, quand tu plantes une rangée, des arbres rangés, déjà, c'est une ouverture à des courants d'air. Ouais. Donc déjà, tu mets un mégot par terre, forcément, c'est ouvert à des courants d'air. Donc déjà, le courant d'air prend plus facilement dans des forêts qui sont coupées en rangées. Ouais. Donc déjà, il y a plus de courant d'air. En plus, la plupart du temps, c'est des résineux. Donc les résineux, oui, c'est une bougie sur racine à 45 degrés, il va quasiment brûler sans flamme. En plus, ces forêts, c'est des forêts où on travaille pas du tout de bois mort. Le bois mort, vous pouvez vous balader dans une forêt, une vraie forêt, quand il fait 35 degrés dehors, enfin je sais pas, bref, quand il fait très très chaud, vous ramassez un bois mort par terre, vous verrez, il est humide. Ouais. Un bois mort, c'est une poche à eau pour une forêt. Aujourd'hui, des forêts de résineux où on travaille pas le bois mort, où ils sont ouverts à courant d'air, forcément, il n'y a pas de bois mort, c'est de la résine, il y a des courants d'air, ça prend beaucoup plus facilement. Ouais. En fait, les incendies se propagent plus facilement. Donc on crée vraiment toutes les conditions pour avoir des incendies de forêt. Comme on se crée toutes les conditions pour les pandémies qu'on est en train de vivre. Parce que là, on parle de forêt, on peut aussi parler de biodiversité. Hein, et la forêt, c'est qu'un pan de la biodiversité. Mais toutes les pandémies qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on est en train de se créer les conditions pour les vivre. Ça fait 40 ou 50 ans que les scientifiques nous disent attention, si vous frottez trop au sauvage, si vous allez toucher telle ou telle espèce sauvage qui héberge tel ou tel virus depuis la nuit des temps, en fait, on va créer les conditions pour que ces virus passent d'espèce en espèce jusqu'à un moment donné, ça arrive à l'homme. On est en train de nous se créer des conditions qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire les incendies, les pandémies. Voilà. Et ça fait 40 ou 50 ans que des forestiers, des scientifiques nous le disent. Nous, avec Créateurs de Forêt, on n'est pas du tout des scientifiques, on essaye de mettre en application ce que nous disent depuis 30 ou 40 ans des scientifiques, que ce soit des écologues, des forestiers ou... Donc vous, en fait, vous n'êtes pas là en opposition à tous ces élevages intensifs d'arbres. Vous n'êtes pas là pour faire disparaître ce genre de culture. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses quand même à faire, à aménager pour éviter les incendies, ou surtout dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui et qui vont s'empirer, on le sait, avec les années. Mais j'ai l'impression que votre objectif... Le problème, c'est pas de couper des arbres. Le problème, c'est comme tout, mais sur tous les sujets. Le problème, c'est la démesure. Oui, oui. C'est la démesure. Quand tu vas couper 4, 5, 6 hectares d'un coup, une coupe rase, là, ça devient n'importe quoi, en fait. Ça devient n'importe quoi. Tu peux très bien couper des arbres en les sélectionnant comme nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents le faisaient. On sélectionnait les bons arbres et puis les arbres c'est bon pour nous pour finir en meubles. Et puis on en laissait d'autres à côté pour devenir la forêt de demain. Ouais. Aujourd'hui, on sert la forêt comme une page blanche, quoi. En gros, t'as un tableau, t'écris et puis t'effaces et tu recommences à zéro. Mais c'est pas comme ça que ça marche la forêt. La qualité de la forêt, c'est pas du tout les arbres, c'est son sol. En fait, en faisant
des coupes rases, on va tuer le sol en fait. Et donc voilà, donc moi je suis plutôt contre la démesure. Et pour revenir à créateur de forêt aussi, en fait, pour revenir à ce qu'on fait nous, tout à l'heure ce qu'on disait, et c'est un de nos impacts, je crois, c'est important de planter des arbres. Et ça, on peut pas vraiment contredire ça. Nous, c'est ce qu'on fait peut-être, mais je pense que sincèrement, on a autant d'impact en plantant des arbres qu'en sensibilisant les gens. Et nous, notre vocation, c'est ça. C'est d'essayer de parler à beaucoup de gens de ces sujets-là. Et parce qu'on plante des arbres, on arrive à sensibiliser les gens autour de la biodiversité. Quand tu dis sensibiliser, c'est même à l'échelle personnelle, c'est-à-dire que vous voulez avoir un impact, par exemple, sur des gens qui... Enfin, elle est un peu bête, ma question, parce que la réponse est forcément oui, mais donc tu pourras répondre oui, si tu veux. Mais c'est pour que ça les impacte aussi à niveau personnel dans leur jardin, par exemple, de se dire, tiens, je vais arrêter de buter même les arbres qu'il y a sur mon terrain quand j'ai envie de construire un garage pour ma voiture. Ou dans ma façon de tailler les arbres, de comprendre que en fait c'est pas juste des espèces d'objets chiants, mais qu'il faut que j'apprenne à les comprendre et à les respecter. Ça agit aussi là-dessus. Vas-y, réponds oui. Bah oui, voilà, je réponds oui. Ah oui. Un arbre, c'est un être vivant. C'est pas qu'un mobilier urbain, c'est un être vivant. Qui est aussi un habitat pour telle ou telle espèce, comme des insectes qui vont ramener tel ou tel cortège d'oiseaux. Donc un arbre, c'est un être vivant, faut le prendre comme un être vivant, comme nous en fait. Et ouais, si nous, notre métier, c'est de construire des écosystèmes et on en fait, c'est chouette. Et on pourra en parler. On a un super projet en Dordogne qui est sur une coupe rase. Va en parler. Mais en fait, je pense si on arrivait grâce à notre projet, donner envie à plein de gens de le faire, bah là, je pense qu'on aura encore plus d'impact. Et donc, si on peut réussir à inspirer, à donner des petits tips parfois, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, comment on fait pour planter un arbre? En fait, c'est pas du tout compliqué. Comment on fait pour choisir telle ou telle essence d'arbre? Plutôt des essences de chez nous qui sont résistantes à la sécheresse et pas les planter comme tout le monde. Et comme moi, malheureusement, dans mon jardin, malheureusement, comme beaucoup de gens, j'ai planté mon olivier, mon palmier. Voilà, parce que c'est chouette d'avoir ça, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres essences d'arbres qu'on pourrait planter en fait? Et donc, si on peut donner à réfléchir à tous ces sujets, ouais. Bah ouais, parce que on se rend compte de plus en plus qu'on est super déconnecté en fait de la nature. Ça, c'est pas nouveau. On est dans nos petits scénarios, dans nos petits boulots, nos machins, trucs. Et c'est comme si on flottait dans un autre monde au-dessus de tout ça. On est vraiment dans un monde à part. Ouais. Et donc, du coup, on a tendance, moi je le vois depuis que je suis tout petit, on a tendance, avec mes parents et tout, à voir le jardin comme une pièce de la maison qu'il faut ranger. Donc, c'est pour ça que là, moi, tu viens ici, tu regardes tous mes voisins, t'as pas 1 centimètre de pelouse qui dépasse, quoi. La pelouse, elle est tout le temps rasée, vraiment comme une barbe, tu vois, bien de jour, bien propre. Là, ma voisine, je l'aime beaucoup, mais je vois qu'elle résonne vraiment avec les mêmes schémas de pensée que mes parents. C'est-à-dire que là, elle est en train de tailler la haie pour la 2e ou 3e fois de l'année, la haie qui sépare nos 2 maisons, alors que Enfin, je me dis, mais on s'en fout, quoi. Cette haie, elle est là, il y a de la vie à l'intérieur, mais parce que ça fait pas carré, ça fait pas propre, je suppose, tu vois, et je lui en veux même pas, mais c'est là qu'effectivement, je me dis que c'est important en plus, elle a foutu toutes les branches, tous les trucs qu'elle a coupés, mais dans ton jardin. Oh, mais ça, c'est parce qu'elle me déteste. C'est pas grave, faut lui laisser. Mais cela dit, il faut les laisser aussi. C'est les tas de branches et tout, les tas de vieux bois. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Ça permet d'avoir il y a toute une vie qui se crée à l'intérieur. Mais ouais, donc, du coup, ton boulot, il est là aussi de rallumer des petites lumières dans le cerveau des gens, de créer de la reconnexion, en fait, avec le monde qui nous entoure. Oui. Et nous, par exemple, ta voisine, il faut simplement lui montrer. Enfin, en fait, nous, on n'a pas du tout vocation à dire aux gens ce qu'il faut faire et surtout. Moi, j'ai pas envie de dire aux gens, il faut préserver votre jardin, il faut préserver l'environnement. Je veux simplement leur montrer que c'est possible de le faire et que c'est facile de le faire. En fait, quand tu es un porteur de projet, tu as un rôle en fait d'exemple aussi, de montrer l'exemple. Et c'est en montrant l'exemple, c'est pas en disant aux gens qu'ils vont le faire. C'est pas en disant aux gens, arrêtez de balancer vos mégots par terre, qu'ils vont le faire. C'est en montrant l'exemple en fait, la meilleure manière de faire agir les autres, c'est d'agir soi-même. Et ça inspire. Voilà, nous c'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet. On veut montrer que, en fait, oui, c'est très simple en fait. Notre métier, je crois, c'est très simple. Alors, c'est pas si simple que ça en fait. C'est très énergivore, mais c'est pas si compliqué que ça de trouver des terrains, de construire des projets de biodiversité, de fédérer tout un tas d'acteurs. Et parce que déjà, on voit que ce sujet est fédérateur. Donc voilà, montrer l'exemple. Ton jardin, par exemple, je te mets au défi de laisser des carrés non tondus. Tu verras, dans 2-3 ans, tu auras un truc que tu n'avais même pas imaginé dans ta pelouse, une orchidée. Et cette orchidée, tu ne sais même pas d'où elle est venue, mais en fait, elle était là, elle attendait juste sa place.
Donc, et puis voilà, peut-être qu'un jour tu pourras inviter ta voisine et lui dire regarde dans ce qu'on a, c'est super. Et voilà, peut-être qu'en montrant l'exemple, ça donne envie de le faire. Déjà, la haie, c'est dommage de la tailler en ce moment. Là, on va être bientôt au mois de mars, en tout cas de mars à juillet, il faut pas la tailler quasiment. Ah bah tu vois, tu m'as appris un truc. En même temps, j'ai pas de haie, donc c'est vrai que je sais pas trop quoi faire de cette info, mais c'était bien de la partager. Non mais après, c'est important tous ces trucs. Pardon, je te laisse parler juste après, mais d'abord j'ai une petite phrase qui va durer 1h30, 2 heures, d'accord ? T'inquiète. Non mais c'est important ce que tu dis parce que j'ai vu un post d'une copine journaliste, Anne-Sophie Novelle aussi, qui est très engagée, qu'on a déjà interviewé, pas dans ce podcast, mais ça va venir à la radio. Et en fait, je trouve ça vachement important qu'on puisse nous donner des petits trucs comme ça à faire chez nous, parce que c'est super cool. Je trouve que nous, en tant que personnes qui sommes pas des spécialistes de ces sujets-là, c'est quand même toujours hyper réjouissant de se dire ok, je peux agir parce que j'avais pas compris qu'en laissant des petits endroits, des coupelles avec de l'eau, en fait ça aide les oiseaux à boire, parce qu'en fait c'est un des trucs sur lesquels ils galèrent le plus, trouver de l'eau pour boire. Ok, et puis tu changes l'eau tous les 2-3 jours. Ok, facile à faire. Ok, laisser des carrés non tondus quand t'as un jardin, quel qu'il soit, pour que la vie puisse se créer. Ah mais trop bien. Et non seulement en plus ça aide la vie, ça aide la planète, la biodiversité, mais moi ça m'arrange aussi de plus passer la tondeuse parce que ça me fait chier. Pareil pour la haie. En fait, je dis ça parce que j'ai vu passer ça. Anne-Sophie Novelle, justement, elle partageait un truc sur les haies. Ne touchez pas votre haie entre mai et pareil juin ou juillet, je sais plus ce qu'elle a partagé comme visuel, mais tu dis ah ouais, c'est vrai que ça non plus j'y pense pas. Bah c'est facile. Tu dis que juste en ne faisant rien, j'aide la planète. C'est quand même trop cool de te dire que ta bonne action, c'est de rien branler. Ouais. C'est quand même trop cool, quoi. C'est quand même trop facile. Et en plus de ça, c'est qu'au-delà d'être utile, ça rend heureux, quoi. Et quand on revient au sens, voir un papillon qui butine dans un truc que tu as laissé un peu sauvage dans ton jardin, ça va te faire ta journée, quoi. Bah ouais. Et en fait, l'action, elle est très facile. Et en plus, elle est, ça rend heureux, ça émerveille. Et donc, voilà, sincèrement, il y a pas plus jouissif que l'action. Et l'action, parfois, elle est très simple. Si c'est juste laisser un carré de pelouse, si tout le monde laissait 1 mètre carré de sa pelouse non tendue en France, ça serait formidable, hein, franchement. 1 mètre carré, c'est quand même pas la mer à boire. Imaginons si tout le monde, tous les gens qui ont un jardin faisaient ça, ça serait gigantesque l'impact. Mais bon. Déjà, je trouve déjà que ton discours il est super, parce que j'aime bien le côté je suis pas du tout dans le jugement de ceux qui ont planté des arbres pour produire des meubles, etc. Déjà moi je trouve ça super, parce que c'est en vrai même une clé universelle qui permettrait de résoudre plein de conflits sur plein de sujets différents. À partir du moment où on pense que les gens qui sont dans l'autre camp entre guillemets, ou qui ont une vie un peu opposée à la nôtre, sont les ennemis, et c'est eux les cons et c'est nous qui connaissons la vérité, le combat il est perdu d'avance, parce qu'en fait on est aussi cons qu'eux, c'est juste qu'on porte pas le même maillot, mais on est dans l'équipe connerie aussi, ça, c'est mais du coup ça donne vraiment envie d'autant plus de s'intéresser à Créateurs de Forêt. Et moi je voudrais savoir du coup comment ça fonctionne, comment tu fais, est-ce que du coup tu pars à la conquête de terrains libres, tu les achètes, comment vous faites en fait? Là, je peux vous parler d'un projet très concret qu'on a. Alors, nous, notre métier, c'est de trouver des terrains qui sont dégradés, et on agit en fédérant comme un promoteur tout un tas d'acteurs. Donc, on travaille avec des écologues, des scientifiques, des forestiers, des associations environnementales, et on les fédère autour d'un projet de biodiversité sur un terrain c'est des terrains qui appartiennent à des communes. Okay. Notre innovation, donc, c'est qu'on bloque ces terrains juridiquement pendant 1 siècle, uniquement à des fins de préservation de la biodiversité. Et donc, on dit à la commune, on trouve un terrain, on organise tout pour vous, on finance tout de A à Z, à une condition, c'est que vous acceptiez que ce terrain, pendant 99 ans, il soit uniquement voué à la préservation de la biodiversité, dont l'humain, j'insiste bien, et la sensibilisation. Et donc, on fait financer ces projets par des privés. Donc, des privés, c'est particulier, vous, nous trois, monsieur, madame, tout le monde, ou des entreprises. Donc, personne physique, personne morale, par mètre carré. Et donc là, on a un exemple très concret. On porte un projet qui est gros pour nous, très gros, à notre petit niveau d'une petite entreprise maintenant de 4 personnes. Élise, j'en ai pas parlé, Élise, mon associée, donc on est 2 associés chez Créateurs de Forêt, Élise et moi. Et puis on a deux collègues qui s'appellent toutes les 2 Manon. Donc on est 4, on est une petite équipe de 4. Donc pour nous, 6 hectares, c'est important. Donc là, on a un terrain de 6 hectares, 60 000 mètres carrés en Dordogne, sur une petite commune de 280 habitants, commune de Jor, qui appartient à la commune. C'est la commune qui a récupéré ce terrain, une forêt qui a été littéralement rasée, laminée. La commune a récupéré ce terrain et nous a missionné pour reconstruire ce projet, pour éviter que ce terrain
devienne justement un champ de pin maritime, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Dordogne. Donc, on construit un projet. Donc, on a fédéré différentes associations, dont une association qui nous guide, SOS Forêt Dordogne. Donc, on a construit un projet de biodiversité. On va agrandir une mare, rajouter un sentier pédestre, toute une partie en régénérescence naturelle, où là-bas, il n'y a pas du tout besoin d'intervenir. On va laisser les châtaigniers revenir. Il y a une partie où on enrichit, on amène de la diversité d'essence, mais on laisse déjà l'existant. Et une partie, on reconstruit totalement, parce que ça a été très tassé, très mécanisé. Donc, le sol est quasiment mort, quoi. Donc, on va reconstruire de A à Z. Justement, et ça, on fait financer par des parents. Une mini, excuse-moi, non, c'était une mini parenthèse sur ça, sur le sol. Tu l'as dit plusieurs fois, un sol dégradé. En gros, c'est très clairement, c'est quoi? C'est un sol dans lequel il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'insectes, ça bouge plus, c'est mort, quoi. C'est de la terre. La richesse d'une forêt, c'est le sol. Vraiment, c'est le sol. J'avais lu un truc. Je vais pas du tout vérifier ce chiffre, mais j'ai lu un livre qui m'avait épaté il y a quelques années. Il disait que, en gros, dans une cuillère à café de terre forestière, tu avais autant d'êtres vivants dans une cuillère à café de terre forestière qu'il y a d'êtres humains sur Terre. En fait, le sol d'une forêt, c'est fabuleux. Voilà, donc la forêt, franchement, c'est bien sur des arbres, mais c'est surtout un sol très, très, très vivant. Et ça grouille de vie, en fait. Et tout part de là, tout part du sol. Et donc, pour revenir à ce projet en Dordogne, après, j'enlèverai ma casquette de commercial, que j'ai pas, mais elle est fictive. On fait financer ces projets, parce qu'en fait, c'est très facile de porter un projet. Aujourd'hui, on a des beaux PowerPoint, des beaux visuels, mais pour tout ça, il faut que ça sorte de terre, il faut que ça devienne concret. Donc, on a besoin de gens pour participer à ce projet. Et on fait financer ce projet par mètre carré. Un mètre carré, c'est 5 €. Alors, hors taxe, parce qu'on est une entreprise, en fait, c'est 6 €. Donc, 6 € TTC, ça nous fait vivre 1 mètre carré de biodiversité en France sur un siècle. Donc, tout le monde peut participer à ce projet à partir de 6 €. On veut vraiment, là, maintenant, on doit avoir 90 particuliers qui ont participé, une quinzaine d'entreprises aussi. Voilà, donc c'est ça notre métier, c'est porter des projets et les protéger pendant un siècle et les faire sortir de terre en allant chercher des financements. Puis après, en fait, on est le début de quelque chose. C'est que c'est bien beau de planter des arbres. Et c'est chouette de planter des arbres parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui viennent à la plantation. Donc là, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est important il y a le côté un peu marrant et c'est très agréable de mettre les mains dans la terre et planter des arbres. Et j'aimerais vraiment que vous veniez avec nous quand on va venir faire cette plantation. Vous allez voir, c'est fabuleux. On passe des moments chouettes. Mais en fait, la plantation, c'est que le début de quelque chose qui va ensuite vivre sa vie de nature, soit 99 ans. Nous, déjà, on en est. Et puis surtout, déjà, non seulement il y a le site internet qui est bien fait, créateurdeforêt.fr, sur lequel vous pouvez voir non seulement ce projet en Dordogne, mais d'autres projets en plus. Parce qu'il y en a partout en France. Donc, si vous vous dites, mais moi j'habite loin, je suis par exemple dans le Jura, ça tombe bien, il y en a dans le Jura. Et surtout, il n'y en a pas dans le Jura. Oui, mais il y en aura bientôt, t'inquiète. Il y en aura dans le Jura. Et parce que je déteste avoir tort, Baptiste. Et puis surtout, au-delà de ça, on va vous partager cette vidéo que moi j'avais partagée sur mon compte Instagram personnel, mais qui est vraiment bien faite pour que vous puissiez comprendre le projet. On va vous le partager sur le compte Instagram, la prod au fond du jardin. J'ai une question un peu peut-être bête, mais je me dis quand vous replantez une forêt comme ça, ils viennent d'où? D'où viennent ces arbres? Est-ce que vous plantez des graines? Est-ce que vous plantez des plants? Est-ce que c'est de la récupération? Est-ce que c'est des... Elles ne sont jamais bêtes, tes questions. Tu vois, je sais même pas comment on plante un arbre. Est-ce qu'on coupe une branche d'un arbre et on la met dans la terre et ça devient un nouvel arbre? Là, c'est stupide. Mais non, mais c'est vrai, ça marche des fois. Ouais. Alors, non, je rejoins ce que dit Anso. C'est pas du tout une question bête. C'est une question qui va te faire, toutes les questions nous font apprendre, nous font grandir. Et donc moi aussi, nous aussi, on s'est posé ces questions. On voulait planter des arbres, mais on voulait pas planter n'importe quoi et des arbres qui viennent de n'importe où. Et un arbre, c'est bête, mais un arbre, ça vient d'une graine. Et voilà. Et donc, par exemple, le chêne vient d'un gland. Et moi, au début, quand on me proposait des chênes, qui venaient de glands du Kazakhstan. Moi, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Je veux planter des arbres chez nous, je veux pas planter un arbre qui vient de trop loin, alors que même en termes de génétique, comment il peut être adapté à notre sol, puis même ça n'a pas de sens. Sous prétexte que tu plantes un produit vertueux, c'est-à-dire un arbre, tu peux te permettre de planter un arbre qui a fait 600 km. Donc moi, même peut-être plus, donc ça me convenait pas. Donc là maintenant, on est très sélectif sur les plants que l'on recherche. On travaille avec des pépinières locales qui nous fournissent en essence, en arbre labellisé végétal local. C'est un label qui nous assure un peu la traçabilité de ce plant. En fait, c'est des arbres qui viennent de graines récoltées à l'état sauvage dans notre région botanique.
Donc voilà, donc ça, c'est important de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on plante? Alors en plus, on veut planter des essences de chez nous qui sont résistants à la sécheresse. Malheureusement, il faut travailler ça. Des essences, c'est plutôt diversifié parce que plus tu diversifies, plus tu risques d'amener plus d'insectes et plus d'oiseaux. Donc ça accélère un peu le retour sur pour la biodiversité. Donc voilà, c'est important de se poser la question. Oui, on plante, mais qu'est-ce qu'on plante et d'où viennent nos arbres, quoi. C'est bien de planter un arbre, mais si possible de pas planter un arbre avec une protection plastique toute dégueulasse, avec un tuteur qui vient en Roumanie d'acacia, un tuteur qui vient de Roumanie, qui est en acacia de Roumanie, avec un plant qui vient du Kazakhstan ou de Pologne. Enfin, voilà, autant si on veut. Et moi, ce qui m'en fout des fois, c'est qu'on achète des arbres en pépinière. Parce qu'on a besoin, nous, quand on plante beaucoup d'arbres, on a besoin d'avoir tout d'un coup beaucoup de plants. Mais alors qu'en fait, on achète des choses qui poussent tout seuls à l'état sauvage. Ouais, et moi, je rêverais parfois d'aller juste récolter des bébés arbres dans nos forêts voisines pour les remettre juste à côté. Mais ça serait trop de logistique. Mais si les gens veulent faire ça, si on veut planter une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'arbres dans son jardin, parfois, il faut juste aller demander l'autorisation à son voisin qui a une forêt et d'aller récolter ce qui pousse tout seul. Il n'y a pas plus fort que ce qui pousse tout seul. Bon, après, il faut l'autorisation. Hein. Donc, on peut pas se servir parce que la plupart des forêts, je crois, en France, elles sont privées, non? La plupart, alors il y a j'ai pas le chiffre exact. La plupart des forêts sont privées, beaucoup de propriétaires privés, des particuliers. C'est très morcelé. Tu as énormément de propriétaires. Et puis il y a aussi beaucoup de forêts publiques. J'ai plus le chiffre exact en tête. J'ai une proportion. Ça doit être 75% de propriétaires privés, 25% de propriétaires à l'État. Mais ce chiffre, à la limite, surtout ne le ressortez pas parce que c'est une idée que j'ai en tête. Il faut vraiment trouver la source. Où il y a beaucoup de propriétaires. C'est beaucoup de privés. Je demande parce que, tu vois, par exemple, tu vas en forêt, tu peux pas te servir. Hein. Avec mes enfants, ils avaient pris des pommes de pin, je leur avais dit, vous avez pas le droit. Donc, je vais de ce pas au commissariat. Je voulais juste en avoir la confirmation. Attends, juste une seconde, moi, je vous laisse juste une seconde, il faut que j'aille prendre une compote, je suis en hypoglycémie. Eh bah vas-y, je t'en supplie, va prendre une compote. Si je me resucre pas, finalement, on va pouvoir faire de l'engrais avec mon... Allez, vas-y, je t'en supplie, hein, tout à l'heure. Moi, je vais en profiter, je peux poser quand même des questions à Bastien pendant que t'es pas là? Ok. Ouais, tu peux aussi poser des questions à Baptiste, hein, si tu veux. Ah, Baptiste, putain, c'est pas possible. On s'est rencontrés avec Baptiste, ça fait quoi? Ça fait un peu moins d'un an. Allez, ça fait 6 mois qu'on s'est vu à la Cambrousse dans un écolieu super pour un événement. Et je crois qu'à l'époque, déjà, tu m'as dit que tu t'appelais Baptiste et je t'appelais Bastien toute la journée. Et après, on s'est retrouvés un peu sur Instagram, on a discuté ensemble, je t'ai appelé encore Bastien. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème. Tu sais quoi, je peux pas t'appeler, sinon on se trouve d'autres noms. Tu peux m'appeler Maryse et je t'appelle Pierrick. Bastien, vas-y, Bastien, ça me dérange pas du tout. C'est juste que ça me faisait marrer de te chambrer là-dessus. Mais tu peux même jouer le jeu à fond et mettre Bastien Trény sur le nom du podcast. Bon, allez, le mieux, c'est que tu changes ça à l'état civil. Ça me ferait trop plaisir. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Non, mais ce que je voulais savoir avec toi, c'est est-ce que je suis une espèce rare ou est-ce qu'on est quand même assez nombreux sur Terre à même pas savoir comment pousse un arbre? Parce que les balades en forêt, par exemple, j'en faisais surtout quand j'étais petit. En tant qu'adulte, je me suis perdu dans la vie, dans la grande ville, quand j'habitais à Paris et tout, comme plein de gens, j'avais perdu le lien à la nature. Et là, quand j'ai commencé à remarcher en forêt avec mes enfants, au début, mais j'ai halluciné de voir ces petits trucs qui poussaient par terre, des chênes. J'ai découvert comment ça poussait. Je savais pas que quand un gland tombait dans le sol, il pouvait germer, pousser. Et donc, ils sont même un peu rouges, en tout cas là où j'habitais. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Ça faisait un espèce de petit plan rouge. Et au début, mes enfants, ils me disaient, c'est quoi ça par terre? Et j'ai essayé de ramasser, je me disais, je peux pas, c'est planté dans le sol. Vraiment, mais je savais pas, moi, tu m'apprends un truc. Hein. L'humain qui redécouvre comment pousse un arbre. Et je me disais, mais putain, en fait, ça pousse si facilement, les arbres. Genre, tous les glands qui tombent autour, il y en a plein qui poussent et ça devient des copains arbres, quoi. Ouais, non, t'es pas du tout rare. Malheureusement, on est tous déconnectés du vivant. Et je comprends pas pourquoi. Et tu l'as très bien dit. Comment ça se fait que quand on est petit, jusqu'à nos 10 ans, par exemple, on est tous émerveillés par un truc qui bouge, par un petit gendarme, par une coccinelle, par un lézard, par n'importe quoi. Et puis, donc, on est tous plutôt proches de tout ça. On a tous des yeux émerveillés, proches un peu de ce qui grouille du vivant. Et puis, en fait, dès que tu commences à rentrer dans le système, qui n'est pas un gros mot forcément dans ma bouche, mais dans le système scolaire, tout de suite, on devient déconnecté, quoi. On devient déconnecté. Et donc là, on devient des humains qui allons vivre dans des villes qui sont complètement déconnectés du vivant. Et puis, on n'est même plus capable de planter un arbre, quoi. Et de comprendre qu'en fait, une graine, c'est une graine qui germe, etc. Et que moi, j'arrive pas à comprendre. Et en fait, la meilleure,
je pense que la meilleure manière de commencer à agir, c'est de se reconnecter au vivant. Et donc, venir avec nous lors des plantations, tu vas voir, ça fait du bien de mettre les mains dans la terre, de gratter la terre, de planter un arbre, ça fait du bien. Puis on apprend aussi on apprend la simplicité de la vie, parfois. Mais justement, quand est-ce qu'on peut venir planter des arbres avec vous? J'imagine qu'il y a des saisons de plantation, tu vois, on peut pas planter quand on veut. C'est comme arrêter de couper les forêts sur telle période de l'année. Quand est-ce qu'on peut? On plante, on va dire qu'en France, tu plantes entre novembre et février. En novembre, c'est à la Sainte-Catherine, tout prend racine. C'est symboliquement le point de départ des plantations. C'est le 25 novembre, je crois, à la Sainte-Catherine, il me semble. Mais en fait, on a du mal à avoir des plants dès novembre parce qu'avec la sécheresse, les pépinières ont du mal à fournir des plants dès novembre. Donc en fait, on va dire là, par exemple, notre projet en Dordogne, on va planter entre décembre 2023 et janvier 2024. On aura 15 jours de plantation. Okay. Alors c'est une logistique, hein, quand même. C'est presque, ça devient de l'événementiel. Recevoir des gens, c'est bien, mais ça nécessite un peu de les encadrer et de leur montrer qu'il faut. En fait, il y a toute une technique. Hein. Les arbres, c'est des arbres racines nues. On va les tremper dans un mélange de terre, de bouse de vache et d'eau. On appelle ça du pralin. Il faut mettre à certains niveaux dans la terre. Il faut recouvrir jusqu'au collet. Donc, entre le moment où tu as les racines et le petit bout du tronc, faut mettre au bon endroit sous la terre. Faut recouvrir de terre. Faut mettre du paillage, une protection. Tout ça, ça s'explique. Donc, on encadre les gens. Donc là, on invite les gens qui ont participé à nos projets. À la plantation, donc les gens qui participent à notre projet seront invités. On envoie des invitations, on organise ça comme un peu de l'événementiel, quoi. Donc entre décembre et janvier l'année prochaine, c'est entre novembre et février, vous pouvez planter des arbres sans souci. On est d'accord que du coup, tu dis ça quand tu parles de la technique on peut pas faire n'importe quoi. Et à la fois, on disait juste avant que c'était hyper facile pour qu'un arbre pousse, juste un gland qui tombe sur le sol et ça pousse. On est d'accord que s'il y a des techniques, c'est parce que vous voulez maximiser. C'est-à-dire que dans la nature, il y a forcément plein de plants qui vont pousser, qui vont pas s'en sortir, qui vont pas tenir, qui vont mourir, alors que vous voulez maximiser pour que tout ce qui soit planté soit viable. En gros, c'est pour ça que ça demande un savoir-faire. On est complètement d'accord. Il y a des techniques qui sont là pour optimiser, mais en réalité, des fois, par exemple, alors, nous, on travaille avec des lycées agricoles, des CFA agricoles, et même là, on se rend compte qu'il y a plein de techniques différentes. Ouais. Tu as des gens qui te disent faut couper les racines, d'autres qui te disent faut surtout pas couper les racines, des gens qui te disent faut praliner, donc mélanger dans de la bouse de vache, de la terre, de l'eau. Ouais. D'autres qui te disent faut pas praliner, d'autres qui te disent qu'il faut tasser, certains qui te disent faut pas tasser la terre. En fait, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on arrive à mettre en place des techniques qui optimisent, mais surtout, il faut surtout à un moment donné comprendre la nature. C'est dans la nature, le fort est capable de vivre, le faible, malheureusement, ne résiste pas. Ouais. La nature, elle va se sélectionner elle-même aussi. Quoi qu'il arrive, un arbre, s'il veut prendre, il prendra. Et parfois, on dit, ouais, mais tu plantes un arbre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de terre. Faut juste se balader en montagne. Des fois, tu as des arbres qui poussent dans des falaises. Donc parfois, c'est beaucoup plus fabuleux qu'on peut l'imaginer. Donc tu as complètement raison. Nous, on essaie d'optimiser, mais en fait, c'est très très facile. Faut voir la nature. Des fois, sur un bout de trottoir, tu as un arbre qui va commencer à prendre. Tu dis, mais où est-ce qu'il va chercher son eau, lui? De toute façon, on le voit, la végétation qui part dans les villes. Si tu abandonnes une ville, très vite, on le voit dans les films catastrophes ou quoi, genre il y a du lierre sur les immeubles et tout, mais sans aller jusque-là, moi qui étais au Brésil il y a pas très longtemps parce que ma femme est brésilienne et on allait voir de la famille et tout. C'est trop mignon ce que tu te justifies. À chaque fois, je me justifie. Oui, j'ai pris l'avion, désolé. C'est trop mignon. Mais tout ça pour dire que là-bas, l'entretien des routes et tout, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est pas comme en France, quoi. Tu vois que de toute façon, ils ont pas les moyens. Et donc, du coup, c'est craquelé de partout et t'as de la végétation qui sort de partout. Mais en vrai, en France, on le voit aussi sur des autoroutes. Tu vois qu'il y a un rail qui commence à se disloquer un peu parce qu'il y a un arbre qui a essayé de pousser là. Enfin, on dit que la nature reprend toujours ses droits, mais c'est vrai. On voit que l'élan naturel de la planète, c'est de laisser pousser des choses, quoi. Oui, c'est la nature, tu lui laisses n'importe quel bout d'espace, elle va reprendre l'espace que tu lui laisses. C'est pas le problème, parfois, c'est pas le problème de la nature ou du vivant, c'est le problème des mentalités. C'est que nous, en fait, il faut qu'on arrive c'est sûrement un travail sur plusieurs générations, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur nos mentalités. Laisser de la place à ce truc qu'on a l'impression qui est moche, qui est sale, qui pique, en fait, qui est très vivant, qui a un vrai intérêt en plus pour nous, être humains. Mais ouais, dès que tu laisses de la place à la nature, c'est un truc de dingue. Elle revient tout de suite, quoi. La nature a horreur du vide, tu vois. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait combler des vides. La nature, c'est ce qu'elle fait. Elle a horreur du vide. Et donc, laissons-lui
laissons-lui de l'espace. Et ça, c'est fabuleux, elle va revenir très vite. En tout cas, on va vous mettre tous les liens, même si vous pouvez être autonome, hein, comme aime bien dire Anne de temps en temps. Gentiment. Non, mais c'est vrai, on va vous mettre, en tout cas, on va rappeler le nom de Créateur de Forêt, le compte Instagram que vous pouvez suivre très facilement, sur notre compte Instagram à nous, sur la prod au fond du jardin, tout attaché sur Instagram. Bref, là, je suis en train de vous renvoyer sur notre compte pour que vous puissiez aller sur le compte de Créateur de Forêt, ça n'a aucun sens. Ouais, sur Google, vous tapez Créateur de Forêt, et vous ça allez marche voir, aussi, ouais. Il y a le site internet, il y a tout. Et en plus, ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, nous, en fait, on leur reverse un peu d'argent à chaque fois qu'ils ont des nouveaux abonnés. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Ce serait tellement bien. Ouais. Mais en tout cas, nous, on va participer et puis j'espère vraiment qu'on pourra être là. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas l'être, donc qu'on puisse être avec vous entre décembre et janvier pour mettre les mains dans la terre et puis voir concrètement comment ça se passe. J'espère vraiment que ce sera possible parce que je suis sûr qu'on passera un super moment et qu'on va apprendre plein de trucs, quoi. Et on en a besoin, nous aussi, de mettre les mains dans la terre en ce moment, je trouve. Moi, vous pourriez venir faire un enregistrement en live lors de la plantation, ça pourrait être cool. Carrément. Ah ouais, c'est pas bête. C'est juste qu'il faudra une grande rallonge. Le mec qui pense à la technique. Premier degré. Bah oui, mais bon, pour brancher les micros, mais ouais, ça serait trop cool. Moi, j'ai appris plein de trucs, Baptiste, donc déjà, merci. Bastien, t'es sûr, hein? C'est pas Bastien? Oui, je suis certaine. T'es sûr que c'est Baptiste? Bon, j'ai l'impression que vous me jouez un mauvais tour depuis le début. Non, mais c'était super de parler avec toi une fois de plus. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser du coup très très vite. Merci de nous avoir partagé tout ce que tu fais. C'est super inspirant. Et puis, en fait, moi, je me suis fait cette réflexion il y a pas très longtemps. Je me suis dit au début, en faisant ce podcast, le plein de sens, l'air de rien, on en parlait avec Anso. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelque part, au début, je pensais peut-être que je voulais m'inspirer des gens avec qui on allait échanger pour peut-être faire un peu la même chose. C'est-à-dire, bah tiens, on va dans une maison autonome, bah tiens, peut-être que ça veut dire que derrière, je vais changer des trucs dans ma maison. Tu parles, j'ai rien changé dans ma maison. Tiens, je vais parler avec une personne qui parle de plantes comestibles. Ah, bah peut-être que du coup, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans mon jardin et que je vais commencer à les manger aussi. Tu parles, je l'ai jamais fait. Donc au bout d'un moment, tu dis, bah attends, mais je suis une arnaque. Et en fait, je crois que le plein de sens, il n'était pas là l'objectif. Je crois que nous aussi, on apprend tous les jours. Et c'est juste ce qui fait sens, c'est de rencontrer des gens, d'être dans la vraie rencontre humaine, de gens qui vibrent en fait sur les mêmes. Enfin, je sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais on a un peu les mêmes vibrations. Il y a de l'inspiration et même si ça n'a pas un impact concret, c'est-à-dire que peut-être que je vais pas planter des forêts moi demain. Ce qui est sûr, c'est que on a besoin de s'entourer de gens qui ont cette même sensibilité au vivant, parce que c'est ce qui permet de pas de devenir fou et de pas se dire putain c'est un monde de merde et demain je vais sortir avec un fusil et je vais buter tous les humains parce que vous êtes tous des connards. Ouais. Je sais pas si c'est une conclusion. Je peux te dire un truc. Ouais. Il y a un truc sur lequel je suis. En fait, c'est un vrai impact ce que tu fais. C'est très très facile de porter un projet. C'est très 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 difficile de le mettre en place s'il n'y a pas des gens qui nous aident à mettre en avant les projets. Donc, en fait, ça marche pas. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as un vrai impact. Quand tu nous aides à être un porte-voix pour un porteur de projet, ça a un vrai impact. Et je t'assure que c'est utile ce que tu fais. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas des gens qui nous aident à montrer ce qu'on fait, nous, on ne pourra jamais porter des projets. Donc, voilà. Il est quand même hyper sympa, Baptiste. Tu joues le rôle voilà. Philippe. Ta force, c'est de parler à plein de gens. Du coup, en fait, tu utilises ta force pour des raisons pour des choses qui ont du sens, quoi. Donc voilà, je t'assure que c'est utile pour nous, hein, ce que tu fais. Bah oui, mais en même temps, si tu plantais pas des arbres et que, je sais pas, tu tatouais par exemple des gorilles, voilà, parce que c'était ta passion, ça me ferait chier aussi, parce que du coup, on n'aurait pas grand chose de très intéressant à dire. Ouais, moi, j'ai fait un visage de Johnny, un gorille, il y a 2 ans. Après, ça pourrait faire le buzz, hein, franchement. Ça pourrait. Non, mais de toute façon, moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, mais là, je vais fermer ma gueule parce que sinon je pars trop dans tous les sens. Mais c'est vrai. Oui, je sais que et en plus, moi, je suis vraiment désolée, mais comme vraiment, je me sens pas bien du tout parce que cette compote m'a pas resucré du tout. Ça te fait chier. Non, c'est que je vais vraiment devoir vous abandonner là. Pour aller vivre. reprendre une compote. Allez, vas-y, va prendre ta compote. Moi, je voulais juste te dire merci aussi parce que l'air de rien, ça nous rappelle juste un truc important. Ce que tu as dit, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Comme dans la nature. Ouais, c'est une équipe, quoi. Exactement. C'est comme dans la biodiversité. Le fait que certains soient plus dans la mise en lumière de projets, que d'autres soient plus des porteurs de projets, que d'autres soient plus des penseurs, des financiers qui vont permettre de rendre le projet réalisable. Mais c'est ça qui fait que le monde est beau finalement. Donc, je t'aime, Baptiste. Moi aussi, je vous aime. C'est vrai qu'Anso, je l'ai vu que tu souffres des fois. On se voit en vidéo. Ouais. Et va te reposer, là, je t'en supplie, reste pas pour moi. En fait, j'ai pas du tout besoin, mais il me faut du sucre parce que, en fait, pour vous expliquer un peu ma maladie, comme je suis diabétique, quand il y a trop d'insuline dans mon corps, je fais une hypoglycémie et du coup, mon cerveau n'a plus de sucre.
Ouais, mais moi j'ai l'impression que je suis comme ça tout le temps. Prends mon micro parce que je te le tends depuis tout à l'heure. Vas-y vite. Vas-y vite, vas-y. Baptiste, je t'embrasse très fort et je vous embrasse tous très fort. Et à bientôt. Inch'Allah. Bon, donc Baptiste, voilà, tu l'as compris, si dans tes relations, tu as quelqu'un qui sait un petit peu manier le micro, qui peut être un peu sympa, tu vois, et qui est prêt, une personne prête à venir en Gironde dans ma caravane pour co-animer... Je suis encore là quand même, je t'entends. Ouais. Pardon. Pour co-animer ce podcast, je prends, voilà, si tu connais des gens. Ok. Et je suis apiculteur, si des fois le miel est bon pour Anso, je vous offrirai un pot de miel trop quand on se verra. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, Baptiste. On te fait des bisous, puis on te dit à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir écouté Le Plein de Sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.